Bonsoir. Plus de 2% des postes seraient vacants en France, soit 350 700 emplois à pourvoir selon la DARES. Alors ce soir, on va se demander pourquoi. À quelle échelle notre région est-elle concernée? Quels secteurs sont les plus touchés? Et quelles solutions peuvent être éventuellement trouvées à ce phénomène? Avec nous pour en débattre, trois invités. Marie Lacoste, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire nationale du Mouvement national des chômeurs et précaires. Face à vous, Monique Iborra, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député Renaissance de Haute-Garonne et membre de la Commission des affaires sociales. Enfin, Daniel Mémin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller Pôle emploi à Pamiers, en Ariège. Vous êtes porte-parole Solidaire Sud-Occitanie et membre du Conseil économique, social et environnemental régional. Voilà, on a tout dit. Je suis. Avant de s'intéresser aux explications, on va d'abord dresser rapidement un état des lieux. 58% des chefs d'entreprise déclarent avoir des difficultés à recruter, un chiffre qui a augmenté de 14% en un an. Alors ces emplois vacants, tout d'abord, est-ce que ce sont de vrais emplois ou plutôt des contrats précaires ? Oui, alors les emplois vacants, on peut effectivement se poser la question, parce que c'est vacant depuis combien de temps? Si c'est posté hier et qu'il est encore vacant, voilà. Donc il y a quand même une question de définition qui se pose. Il y a aussi une question effectivement de nature des contrats. Si on parlait que de CDI à temps plein bien payés, effectivement, il y aurait de quoi se poser beaucoup de questions. Là, on parle d'emplois spécifiquement sur des métiers dits en tension, qui sont l'hôtellerie-restauration, les transports, la logistique, la santé et l'aide à domicile. C'est ces principaux secteurs-là. C'est ce que vous confirmez, Daniel Mémin? Tout à fait. C'est les secteurs aujourd'hui qui affichent en tout cas des difficultés de recrutement. Mais comme le disait Marie, on doit immédiatement se poser des questions sur quelles sont les offres qui sont proposées. Quand vous proposez une offre de transport scolaire le matin et le soir avec une coupure quasiment toute la journée, quand vous proposez un poste de serveur avec des coupures le midi, le soir payé au SMIC, quand vous proposez des emplois d'aide à domicile avec une multitude d'employeurs et autres, effectivement, aujourd'hui, il y a des questions qui se posent sur les conditions dans lesquelles ces boulots sont exercés et l'envie de se projeter dans ce type d'activité avec une rémunération et des conditions de cherté de la vie qui augmentent. Le salaire, les conditions de travail dont vient de parler Daniel Mémin, c'est le nerf de la guerre ou pas forcément par rapport à ces emplois qui ne trouvent pas preneur? Bien sûr, le salaire est un des nerfs de la guerre, mais il n'est pas le seul. Vous savez, on a vécu une pandémie et on l'a subie. Et les salariés, aujourd'hui, on n'a pas parlé des démissions, mais on pourra en parler. Et pourquoi ces salariés démissionnent? C'est moins parce qu'ils ne veulent pas travailler, mais c'est parce qu'ils veulent un nouvel emploi. C'est parce que la pandémie est passée par là et ils ont d'autres aspirations. La preuve en est, parce que tout ce que je vous dirai, je l'ai vérifié sur le plan des statistiques qui ont été faites et par des économistes et de droite et de gauche, et par l'adresse qu'on ne met pas en cause. Alors, donc ces personnes-là... Je personnes-là... précise juste, par exemple, que le député de Haute-Garonne, Adrien Clouet, de la NUPES, dit les chiffres d'emplois non pourvus sont une invention totale. Oui, non, mais lui, il invente très facilement. Il parle de manipulation politique. C'est dommage qu'il ne soit pas là, parce qu'on aurait pu changer. Non, ce que je vais vous dire, c'est que aujourd'hui, l'aspiration, le marché du travail est en train d'être modifié. Et il est modifié, et on a ces résultats qui ne sont pas tout à fait récents, des problèmes d'emploi non occupés, ça nous a toujours... Oui, il ne faut pas tomber dans le cliché, c'est ces chômeurs qui ne veulent pas travailler, Marie Lacoste. Ah ben non, ça j'espère que non. Le problème c'est que ça fuse, ça vient dans les médias. C'est trop facile. Ça vient dans la bouche de certains politiques et derrière, quand on entend le programme qui est en marche, pour les mois à venir, qui sont proposés pour lutter contre cette question des emplois vacants, moi, franchement, ça m'inquiète beaucoup. Et je ne suis pas la seule. Et j'ai pas mal de personnes qui viennent dans mon association et qui me posent des questions. Ça va être quoi cette réforme de l'assurance chômage? Ça va être quoi cette réforme du RSA? On va y venir. Pour conclure sur le constat, donc, c'est des gens qui, finalement, ne trouvent pas
aussi des postes qui leur conviennent ou ces postes ne conviennent pas aux demandeurs d'emploi. C'est l'adéquation entre l'offre et la demande, Daniel Ménin? C'est au milieu de tout ça. L'adéquation, c'est encore autre chose. Mais aujourd'hui, c'est sûr qu'une bonne partie des chiffres que vous avez annoncés recouvrent des réalités totalement différentes. En particulier, une multiplicité d'offres de basse qualité et de très peu de temps de travail. Des offres qui sont enregistrées en doublon, en triple exemplaire souvent. Enfin, il y a un turnover dans certaines entreprises qui fait que le même poste peut être diffusé plusieurs fois. Et la réalité, ce que dit le député n'est pas tout à fait faux, et pas tout à fait juste non plus. Les chiffres, mais pas tout à fait aussi les interpréter, leur faire dire ce qu'on veut. Soyons clairs, c'est surtout une posture politique de la part du gouvernement. C'est beaucoup plus facile de stigmatiser les chômeurs qui ne veulent pas travailler que de stigmatiser les patrons qui ne veulent pas offrir des conditions, améliorer les conditions de travail, de rémunération des salariés et leur offrir des perspectives un peu plus intéressantes. Je vous laisse répondre en 30 secondes là-dessus et après on voit un reportage d'illustration. Oui, là, il faut que je réponde. Oui. Plutôt je suis là pour ça. D'abord, dire que le gouvernement stigmatise, permettez-moi de vous dire que ça, c'est vraiment votre posture et c'est pas celle que moi je peux défendre parce qu'elle n'est pas vraie. D'autre part, sur le contenu des emplois, là aussi il y a des études par des économistes qui sont de droite et de gauche. On montre aujourd'hui que les emplois qui sont proposés ont gagné en qualité. Il y a moins de temps partiel et il y a moins de CDD. Et donc, ce que vous dites, c'est vraiment de la représentation. C'est ce qu'on a vécu pendant X années où finalement la France était habituée au chômage de masse et Pôle emploi comme même les politiques. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, il est difficile pour vous, comme pour d'autres, comme pour les citoyens, de passer à autre chose. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'on parte des réalités et non pas des représentations. C'est trop facile. C'est trop facile. Alors, je me permets, mais c'est pas moi qui ai dit qu'il suffisait de traverser la rue pour trouver un boulot. Oui, je vous en prie. Je suis désolé. La stigmatisation, c'est de dire il suffit de se mettre à chercher et vous allez trouver. C'est pas aussi simple que ça pour une certaine partie. Si Pôle emploi était plus efficace de temps en temps, ce serait le cas. Alors, son efficacité, madame. Le problème, je connais bien Pôle emploi, vous le savez. Oui, j'apprécie beaucoup les salariés de Pôle emploi, mais Pôle emploi, comme d'autres, comme les politiques, se sont habitués finalement au fait que jamais on n'atteindrait le plein emploi. Et que donc, on n'avait rien à faire qu'à faire de l'assistance, ce qui est nécessaire pour ceux qui en ont besoin. Et donc, on est en train de passer à autre chose. Cette autre chose, eh bien, il faut l'expliquer. Et je suis là pour ça. Votre point de vue là sur ce qui vient d'être dit, c'est un peu de l'idéologie là. C'est de la politique. C'est de la politique. L'idéologie. Non, moi, je suis désolée, mais les gens que je vois passer dans mon association et qui recherchent du travail, notamment dans les métiers à plus bas niveau de formation, les employés dans le domaine du nettoyage, les aides à domicile, les contrats qu'on leur propose, ce sont des contrats, ça peut être des CDI, c'est souvent des CDI, mais avec très peu d'heures. Et du coup, ça fait des salaires de misère. Et donc, ils vont tous aller émarger à la prime d'activité de la CAF en complément. Voilà, donc là, la réalité, elle est là. Concrètement, la réforme de l'assurance chômage, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aggraver la situation. Elle va aggraver la situation puisque déjà aujourd'hui, il y a moins d'un chômeur sur deux qui est indemnisé. On l'oublie toujours. On oublie toujours de citer ce chiffre. 40%. Il y a moins d'un chômeur sur deux qui est indemnisé. De moins en moins, ils sont indemnisés. Ils sont indemnisés d'un montant inférieur à ce qui se passait préalablement. Et vous vous apprêtez à reconduire ce système et à l'aggraver par rapport à l'accès à la protection sociale. Ça, c'est une décision qui a été annoncée. Là, je ne fais pas de l'idéologie ou de la représentation. C'est des faits qui sont indiqués. Et donc, mettre la pression. Votre ancienne ministre, Mme Pénicaud, disait qu'elle voulait lutter contre le chômage et pour la précarité. Effectivement, ce lapsus était assez révélateur, puisque c'est vraiment la volonté de stigmatiser les chômeurs, parce que dans la séquence politique actuelle, c'est vraiment l'élément le plus important. On va vous laisser répondre là-dessus. Oui, non, franchement. Elle met la pression sur les chômeurs, cette réforme du chômage, ou pas, Monique? D'une certaine manière, oui. Je vais vous le dire, bien sûr, d'une certaine manière. C'est dit. De toute façon, oui, évidemment. Pourquoi? Aujourd'hui, la situation telle qu'elle est montre qu'il y a des emplois, en effet, qui ne sont pas pourvus. Que ces emplois, pour certains, c'était habituel depuis X temps, et on n'a pas vu des choses extraordinaires faites sur le sujet, sauf pour les aides au domicile, où le gouvernement
a voté des milliards au conseil départemental pour pouvoir augmenter le salaire qui a été augmenté de 183 €. Ceci dit, je veux dire par là que, en ce qui concerne la réforme du chômage, d'abord, ce n'est qu'un élément. Il y a 8 chantiers qui vont s'ouvrir pour arriver au plein emploi. Aujourd'hui, vous le savez, on est à 7,4. Le plein emploi, ce ne sera jamais 0 chômeur. Surtout dans ces conditions. Ce sera autour de 4-5. Mais ceci dit, il faut lever tout. Il y a la formation professionnelle. On va y venir, Oui, mais je veux dire que l'assurance chômage, ce n'est pas le seul. C'est un des leviers selon vous. Absolument. Alors moi, je vais parler des autres leviers, du coup. Le premier, c'est que Pôle emploi va devoir mettre en place ce qu'ils ont appelé un vivier de chômeurs. Donc je préviens les gens qui vont être concernés. Ce sont donc les personnes qui sont sur ces 23 métiers en tension, dont on a parlé tout à l'heure. Ils seront reçus à Pôle emploi, individuellement. Et s'ils n'acceptent pas d'aller en emploi, ils vont passer directement par la case contrôle et donc, hypothétiquement, la case radiation, donc perdre leur indemnité. Ce qui veut dire quand ils en ont. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus de place pour le libre arbitre du tout. Ça, c'est la première chose. Et après, moi, ce qui me fait beaucoup de soucis, c'est la réforme de l'assurance chômage. Donc, on passerait de devoir cotiser 6 mois pour pouvoir rentrer à devoir cotiser 8 mois. Donc déjà, les saisonniers, tous ceux qui travaillent en Occitanie, ils peuvent oublier déjà le fait de pouvoir être indemnisés. Donc c'est un problème. Il y a quand même un problème au passage, c'est qu'on ne parle plus jamais de négociation maintenant avec les syndicats. On ne parle plus que de concertation. Donc il n'y a plus ce travail de dialogue. Ça, c'est un vrai souci pour moi également. Et la troisième chose, c'est la réforme du RSA. La réforme du RSA, le projet, que j'ai moi vu dans les médias et pas que, c'est passer à un système où, pour une partie non négligeable des allocataires du RSA, c'est-à-dire 1 million de personnes, on va leur demander de faire comme on a fait aujourd'hui pour les jeunes, c'est un contrat d'engagement où ils doivent chercher du travail 15 heures par semaine, sinon ils ne peuvent pas toucher leur RSA. Non, c'est pas ça. Excusez-moi. C'est comme ça que ça m'a été présenté par quelqu'un de bien. Je ne sais pas qui vous le présentez, mais ce n'est pas du tout ça. C'est-à-dire, est-ce que vous trouvez que c'est normal qu'aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, et depuis des années, certaines personnes qui sont au RSA le sont pendant des années, 3 ans, 4 ans. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Est-ce que vous trouvez que l'accompagnement, et là je vous pose la question parce que vous les connaissez l'accompagnement, est-ce que vous considérez que l'accompagnement aujourd'hui des demandeurs d'emploi quand ils sont au RSA est un accompagnement qui vise l'insertion professionnelle? Alors, on va laisser répondre pour arriver à la fin de la première partie de cette émission. Alors clairement, la réponse est oui. Bien évidemment, ça vise l'insertion professionnelle. D'ailleurs, les conseils départementaux, plutôt que passer par Pôle emploi, font appel à des officines privées et ils mettent la pression sur les bénéficiaires du RSA. Nous-mêmes, on les convoque, on les suit et on maintient cette pression. Mais pour quels bénéficiaires du RSA ? Vous savez très bien que dans ces bénéficiaires du RSA, vous avez des agriculteurs, vous avez des personnes en situation de handicap, vous avez des personnes qui ont des problèmes de garde familiale et autres, enfin, des situations sociales très difficiles. Moi, je vais vous citer un cas. Hier matin, j'étais à l'accueil. Je connais les cas. J'étais à l'accueil de mon agence. Je vois arriver un monsieur qui vient me voir parce qu'il a un contrôle de la recherche d'emploi. On lui demande de remplir un questionnaire de 8 pages pour justifier de ses démarches. Je lui remets ce questionnaire, je regarde son dossier, 64 ans, bénéficiaire de la reconnaissance qualité de travailleur handicapé, et il habite à 30 km de mon agence en Ariège, sans moyen de locomotion. Merci à vous d'ores et déjà de nous avoir apporté vos points de vue, vos expertises et vos avis sur la question. Mais le temps court, il est déjà 18h53 sur France 3 Occitanie. Et vous le savez, comme tous les soirs, certains d'entre vous ont rendez-vous avec leurs éditions locales. Pour les autres, vous restez en notre compagnie. On continue à s'interroger sur ces postes vacants avec vous, Julie Torigna. Bonsoir. Comme chaque semaine, on vous retrouve en direct de Perpignan. Alors, de l'autre côté de la frontière espagnole, y a-t-il aussi des emplois vacants ? Oui, il y en a plus de 100 000, c'est-à-dire 3 fois moins qu'en France, mais pour un nombre équivalent de chômeurs. C'est un record aussi en Espagne.
On est face donc à une grave crise du recrutement. Le secteur des services est particulièrement touché, concentre l'essentiel de ces emplois vacants. On l'a vu cet été dans l'hôtellerie, restauration. Mais il y a aussi pénurie dans le commerce, les nouvelles technologies ou encore la santé, puis dans des secteurs plus classiques comme la construction, les transports ou l'agriculture. Le patronat espagnol explique la situation par une déconnexion entre les besoins des entreprises et la formation, tandis que les syndicats évoquent, eux, le très bas niveau des salaires en Espagne. Alors, pour faire face à cette pénurie, est-ce que recruter à l'étranger est envisagé ? Oui, et c'est déjà largement le cas, notamment dans les métiers du numérique. En Catalogne, la moitié de ces professionnels sont étrangers et bien sûr dans l'agriculture où la grande majorité des saisonniers viennent d'Amérique latine ou d'Afrique. Le gouvernement espagnol vient d'ailleurs de modifier sa loi sur l'immigration afin d'incorporer davantage de migrants dans le marché du travail. Depuis le mois dernier, ceux qui suivent une formation dans les métiers où il manque de la main-d'œuvre sont plus facilement régularisés. Pas d'amélioration des salaires et des conditions de travail en vue. Merci Julia. Alors on va justement poser la question à nos invités. Est-ce que recruter à l'étranger, c'est quelque chose qui se fait actuellement ? Alors, l'introduction de main-d'œuvre étrangère, c'est en partie ce que vous dites. Ça existe pour les pays hors communauté européenne, sinon dans la libre circulation des travailleurs. Oui. Non, mais c'est important Oui, de le préciser. Hein. Il y a cette Il possibilité. y a beaucoup de travailleurs européens qui comblent ces postes vacants. En particulier sur notre région, dans l'Espagne. Le Portugal. C'est le Portugal en fait qui est le plus pourvoyeur de main-d'œuvre. Enfin, pourvoyeur, c'est pas le bon terme, mais l'immigration des personnes d'origine portugaise est la plus importante dans notre région en particulier. Pour terminer, on va continuer, on va envisager les solutions. La priorité, c'est quoi, selon vous, aujourd'hui, pour que ces postes soient pourvus et puis pour que les chiffres du chômage, effectivement, baissent aussi, quoi. Alors, pour moi, la priorité, d'abord, c'est de dépolitiser le débat, d'arrêter de vouloir stigmatiser ou les chômeurs ou Pôle emploi ou... Voilà. Ou le gouvernement. Le gouvernement. Ou le gouvernement, par exemple. C'est donc de calmer un peu le débat. Et puis également, à mon avis, c'est de vraiment exiger des employeurs qu'ils réfléchissent, je parle des métiers en tension, hein, sur les conditions de travail et sur les niveaux de salaire. On nous dit, il y a eu des réflexions au niveau, par exemple, de l'hôtellerie-restauration, les salaires ont été augmentés. Oui, mais quand vous avez une augmentation de 5% des salaires et à côté l'inflation qui... Voilà, ça n'avance pas vraiment, quoi. Le problème n'avance pas. Vous parliez de la formation tout à l'heure, Monique Iborra. Là aussi, il y a un rôle dans les organismes ou les institutions de formation. Mais que ce soit la formation initiale comme la formation continue et le lycée professionnel. Oui, on va y aller, on va aller là-dessus. C'est vrai aussi pour l'orientation. C'est vrai aussi sur le fait que Pôle emploi, par exemple, quand vous parliez du vivier, c'est pas tout à fait comme ça que c'est prévu. Et c'est pas comme ça, tel que je connais Pôle emploi, c'est pas comme ça que ce sera réalisé. Non, c'est pas ça. C'est qu'on sait très bien qu'un chômeur qui est chômeur depuis 3 mois, si on s'occupe de lui tout de suite, on le remet au travail très rapidement. Par contre, si on attend... Quand j'ai fait le rapport Pôle emploi, j'avais posé, ça fait un petit moment, j'avais posé la question à Pôle emploi en leur disant, pour vous, il faut combien de temps à quelqu'un qui est au chômage pour avoir un emploi? La réponse était, il faut un an. Eh bien non, ça on ne peut pas l'accepter. Parce qu'on sait que plus on attend pour réinsérer, et plus la réinsertion est difficile. Et donc c'est une des demandes à Pôle emploi. Je pense que quand même c'est quelque chose qui est faisable, sauf quand il y a une idéologie qui freine. On va laisser répondre Daniel Mémez, si on va avoir le temps d'arriver à la fin de l'émission. La priorité pour vous? La priorité, c'est déjà d'améliorer la qualité du service rendu aux chômeurs dans les pôles emploi, de ne pas faire de la mise à distance systématique, de la numérisation systématique, de les recevoir dignement et de qualité. Directement. Et de pouvoir traiter humainement ces demandeurs d'emploi. Ça, je pense que c'est une des priorités de tous les services publics. Arrêter d'éloigner les gens, les envoyer sur du numérique et les perdre au travers de ça, notamment dans nos régions, où nous avons en dehors des grosses métropoles, des secteurs ruraux avec des difficultés de déplacement. Donc remettre de l'humain et réfléchir aussi sur un projet de société plus intéressant où on partage le travail plutôt qu'il y ait une concurrence sur le travail et des idéologies type France Travail
avec tout ce que ça véhicule, France Travail, Famille, Patrie, pourquoi pas, si on se rapproche de ce qui se passe au niveau du Parlement. Merci à tous d'avoir été avec nous, de nous avoir apporté vos points de vue, vos éclairages. Demain, on reçoit un artiste